Et une des difficultés, donc, c'est que le programme du PS a été fait en 2010, quand beaucoup de gens pensaient que la crise était finie. Donc, vous voyez, ces deux courbes, ça montre le problème. Ça, c'est l'évolution de la croissance réelle de tous les pays du G7, même avant la crise de la zone euro. Et ça, c'est les prévisions économiques du programme du PS, qui lit sur le fait que la crise... Aucun stress. Qui mise en gros, le programme du PS mise sur le fait que la crise est finie fin 2012 et que dès 2013, la croissance revient. Et voilà. Je montrais ça il y a quelques mois à quelqu'un qui est ministre qui m'expliquait oui, c'est que du pipeau, notre programme. Tout le monde avait peur qu'on s'écroule, donc François Hollande a fait un très beau discours au Bourget, ça a rassuré les gens, ça les a remotivés. Puis 4 jours après, on a fait une conférence de presse où il y avait plein de chiffres, mais tous les chiffres étaient faux, parce que tout repose, que ce soit pour embaucher 60 000 profs dans l'éducation nationale, pour lutter contre le chômage, pour financer les retraites, tout repose sur le fait que la croissance revient l'année prochaine. Donc, au contraire, l'OCDE vient de le dire, l'année prochaine, si on a une croissance de 0, ce sera bien. Le plus probable, c'est qu'on va plonger si on ne change pas de politique. Donc, si on a créé ce collectif, c'est parce qu'on voulait, premièrement, dire la gravité de la situation. Je l'ai dit, le journal Marianne a fait un dossier en 2008 sur ceux qui avaient lancé la crise. Il y avait Paul Jorion, il y avait Roupini, il y avait Aguilera, il y avait Morin, ils avaient mis ma photo, j'étais tout content. Parce qu'en 2003, avec quelques amis, on a fait une conférence de presse déjà à l'Assemblée nationale en 2003, et déjà montré la courbe de la dette aux États-Unis. Ça me paraissait une évidence, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école des mines ou Polytechnique, pour quand on voit la dette qui monte comme ça et le taux d'épargne qui devient négatif, on voyait bien qu'il y avait un problème. Si je vous dis ça, c'est qu'il faut vraiment qu'en même temps qu'on continue à garder confiance dans nos dirigeants et qu'on se dise que comme citoyen, on a une responsabilité. Être citoyen, c'est pas faire un chèque en blanc une équipe tous les 5 ans. Pierre Mendès France a expliqué qu'en France, tout est fait pour sacraliser l'élection. Alors on vous explique que si vous êtes un bon citoyen, si vous allez voter. Mais tout est fait pour que les citoyens se détournent de l'élaboration des projets et de leur mise en œuvre. Alors Pierre Mendès France disait le plus important, c'est l'élaboration des projets et leur mise en œuvre. Voilà. Donc on fait confiance à nos dirigeants, mais on est aussi hommes et femmes adultes, on est capable d'agir, on est capable de réfléchir, et visiblement il n'avait pas vu venir la crise de 2007-2008, visiblement il n'avait pas vu revenir la deuxième crise, donc il faut qu'on les asticote, il faut qu'on mette de l'intelligence dans le débat public. En ce moment, maintenant, ils sont paumés. Jusqu'à il y a un an, vraiment nos dirigeants, droite et gauche, je me souviens la même semaine, j'avais rencontré un très très proche de François Hollande et puis un conseiller Sarkozy, parce qu'on a les enfants de la même école, et les deux m'expliquaient que je m'inquiétais pour rien et que la crise, il y avait le problème de la Grèce, mais sinon tout allait bien. Souvenez-vous, le G8 à Deauville, il y a 15 mois, le mot crise n'apparaît pas. Je me souviens, Tadei m'avait invité pour son émission du soir, et puis l'après-midi, il m'avait été commandé en disant non, la crise financière, c'est pas dans le G8, ils n'en parlent pas, donc je ne vous invite pas. C'est quand même justement un sujet. Pourquoi est-ce que le G8 ne parle pas de la crise financière? Et donc jusqu'à il y a un an, ils étaient sur l'idée que tout allait bien. Et puis maintenant, c'est la panique. Ils voudraient rassurer les marchés financiers, comme tu le disais, Patrick, et une fois tu disais en rigolant, de vouloir rassurer les marchés financiers, c'est que 80% des ordres maintenant sont pris par des robots, donc c'est des ordinateurs et des robots, donc comment est-ce qu'on rassure des robots, comment est-ce qu'on rassure des ordinateurs, et puis globalement, est-ce que le rôle est de rassurer les marchés financiers? Est-ce que le rôle du politique, c'est ça? Sachant que les marchés financiers sont eux-mêmes complètement schizophrènes, avec des demandes complètement contradictoires. Le matin, on nous explique que les marchés c'est 300 traders qui n'ont pas forcément eu le temps de beaucoup réfléchir depuis 5 ans. Ils ont un rythme de vie crevant, ils n'ont pas eu le temps de lire les bouquins de Kuhlmann ou Stiglitz, mais les marchés, c'est 300 personnes qui s'agitent, c'est un rôle important. Mais... Donc les marchés, le matin, expliquent qu'il y a trop de dettes publiques, et que c'est plus possible d'avoir un tel niveau de dette, et que donc il faut faire des plans d'austérité. Et puis l'après-midi, les marchés, il y a une étude qui montre que les ventes de voitures s'effondrent, et donc les marchés demandent un plan de relance. Donc la demande de l'après-midi est complètement contradictoire avec la demande du matin. Donc si les politiques continuent à vouloir rassurer les marchés, à courir après les marchés, on ne s'en sortira pas. Donc nous, ce qu'on pense fondamental, c'est de clarifier le diagnostic. Et on se rend compte, peut-être que pour vous ça va être une évidence, mais quand on les rencontre à l'Élysée ou à Matignon, il y a vraiment besoin de clarifier le diagnostic. Les principaux conseillers du président nous dit au début de l'été, le problème c'est qu'on n'a pas de doctrine. On l'a rencontré plusieurs fois, on s'entend bien, mais la dernière fois qu'on l'a vu avant les vacances, à la fin, il nous a lâché, il dit Pierre, tu sais, le problème, c'est qu'on n'a pas de doctrine. Donc, du coup, que ce soit sur les questions européennes ou sur le sommet social, on agit coup par coup. Or, l'analyse de la crise, à nos yeux, quand j'aurais des choses simples, qu'on répète simplement, les libéraux nous font croire que tout est compliqué, qu'on ne peut pas comprendre l'économie, donc on ne peut pas agir. En fait, les choses sont assez simples. D'où vient la crise de la dette? Pourquoi est-ce qu'on est addict? Comme le disait Joseph Stiglitz, depuis que la crise a commencé, on fait une perfusion pour maintenir l'économie en route, on fait de plus en plus de dettes, on fait une perfusion à quelqu'un qui a une hémorragie interne, mais on ne s'est pas posé la question, où est l'hémorragie interne?
Pourquoi est-ce que tous nos pays sont accros? Pourquoi si on arrête la transfusion de la perfusion de dette, pourquoi est-ce qu'on tombe tous en récession? C'est quand même pas normal. D'où ça vient? Et bien en fait, la réponse est très facile. C'est une courbe qui vient de la Réserve fédérale aux États-Unis, la banque centrale, on ne fait pas plus officielle. C'est la dette totale depuis 1952. Par rapport à tout à l'heure, la différence, c'est que juste on a enlevé le secteur financier, mais sinon c'est les mêmes chiffres. Voilà. Et donc vous voyez que la fin de la courbe est flippante, parce qu'il faut de plus en plus de dettes pour de moins en moins de croissance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 30 ans où il n'y avait pas besoin de croissance. Donc ce n'est pas juste 3 ou 4 économistes qui ont réfléchi à un modèle différent qui pourrait peut-être marcher dans certaines conditions de température et de pression. Pour de vrai, avant l'arrivée de Ronald Reagan, pour être clair, c'est l'arrivée de Ronald Reagan, hein, c'est pas un choc d'une météorite, c'est l'arrivée de Ronald Reagan et la mise en place des politiques néolibérales qui déséquilibrent complètement le système. Et même avant la sortie de Bretton Woods, ou la guerre du Vietnam, ou le premier choc pétrolier, n'avait pas déséquilibré le système aussi fortement que la mise en place des politiques néolibérales. Qu'est-ce qui a changé radicalement? Donc c'est quand même une bonne nouvelle. On peut sortir de notre dépendance à la dette, il n'y a pas de fatalité, c'est qu'on peut très bien. Il y a eu pendant 30 ans dans tous nos pays, ça c'est la courbe aux États-Unis, mais très peu de choses près serait la même chose pour la zone euro, pour l'Europe ou la France. On peut sortir de notre dépendance. Il y a eu 30 ans où il y avait une certaine prospérité, il ne faut pas idéaliser cette période qui avait déjà des problèmes d'exclusion ou de surconsommation, mais quand même il y a eu 30 ans où il y avait une certaine prospérité partagée, une justice sociale, sans avoir, l'économie fonctionnait bien, sans avoir besoin de dette, ni de dette privée, ni de dette publique. C'est depuis l'arrivée des néolibéraux qu'il y a besoin de dette. Qu'est-ce qui avait fonctionné avant? C'était des régulations, et la régulation la plus importante, c'est Ford, qui n'était pas un grand humaniste, qui était un businessman, et qui expliquait une société de consommation a besoin de consommateurs. Je veux avoir des clients, et donc il disait il faut s'arranger, il faut mettre des règles pour que tout le monde ait un boulot, que tous ceux qui veulent aient un boulot, et que les salaires augmentent chaque année comme la productivité. Ford disait, avec les nouvelles façons d'organiser le travail, on fait des gains de productivité colossaux, si on garde les bénéfices pour nous, on n'aura pas de consommateurs. Il disait, si je suis le seul à augmenter les salaires, je peux tenir un an ou deux, mais je ne peux pas être la seule entreprise à augmenter les salaires. Et donc il disait, il faut des règles collectives pour assurer le plein emploi et augmenter les salaires chaque année comme la productivité. On ne l'a pas écouté, ça a donné la crise de 29, mais après la crise de 29, dans tous nos pays, par la négociation, par la loi, on a mis en place des systèmes qui assuraient globalement le plein emploi et qui faisaient que les gains de productivité étaient gérés de façon équilibrée entre les actionnaires et les salariés. Et puis les libéraux arrivent, et au nom de la liberté personnelle, dans tous les bouquins de Friedman, il y a le mot freedom en énorme. À chaque fois, les États-Unis, c'est un fond bleu, on voit des oiseaux dans le ciel, il fait beau, et à chaque fois, ils jouent sur le besoin de liberté, c'est un truc fondamental. Si vous demandez à quelqu'un est-ce que tu préfères être dans un carcan ou est-ce que tu préfères être libre, la plupart des gens normaux préfèrent être libre. Donc ils jouent sur l'envie de liberté, qui était très fort dans les années 70, souvenez-vous, mai 68 ici. Et donc les néolibéraux, au nom de la liberté personnelle, expliquent que toutes ces règles sociales, c'est insupportable. C'est le début du goulag, qu'on a bien vu chez les soviets, ce que ça donnait, tout ça. Vous savez, Margaret Thatcher et Reagan, c'était pas toujours des finaux dans l'argumentaire. Et donc au nom de la liberté personnelle, on supprime ces règles collectives. On explique que c'est chacun qui va négocier librement avec son patron pour son salaire, ses conditions de travail. C'est très beau du point de vue philosophique. Du point de vue philosophique, anthropologique, ça a de la gueule. Mais du point de vue économique, dans un contexte de chômage de masse, quand toutes les semaines, les journaux annoncent des plans sociaux, on sait que dans le quartier, il y a un gars qui a perdu son boulot, la liberté de négocier, elle est assez limitée. Et dans beaucoup d'entreprises, pas partout, il ne faut pas exagérer, mais dans beaucoup d'entreprises, la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Et du coup, voilà ce que ça donne en matière de salaire. Donc là, chaque pays est différent. Le Japon, c'est pire que la France. L'Allemagne, c'est pire que la France. Mais globalement, ce qui est intéressant pour l'ensemble de l'OCDE, l'ensemble des pays occidentaux, ceux qui allaient au salaire et cotisation de sécu, c'était 67% du PIB à la fin des années 70. Et ça n'est plus que 57%. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Ce qui va aux actionnaires a augmenté de 10 points du PIB, ce qui va aux salariés, et donc à l'État, puisque la principale ressource de l'État, c'est l'impôt sur les salaires, puis c'est l'impôt sur la consommation, c'est la TVA. Donc ce qui va au salaire, ce qui va aux caisses de sécu, ce qui va à l'État, diminue. Et par contre, ce qui va au capital et au marché financier n'a jamais été aussi important. Et comme le capital est très libre, il va dans les paradis fiscaux, où il obtient des dettes d'impôt, on y reviendra. Et donc, c'est aussi une des raisons de la dette publique. Ça, c'est pour les pays OCDE, ça, c'est pour la Chine. Je le dis, c'est en Chine que la part des salaires est la plus faible et a le plus baissé. Voilà. Et donc, pendant un moment, on a caché le problème en permettant aux gens de s'endetter.
On disait aux Américains, aux Anglais, aux Espagnols, ok, vous avez des petits boulots et des petits salaires, mais vous pouvez quand même acheter une voiture, hein, vous pouvez quand même acheter un appartement, on va vous prêter l'argent, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on ne donnait pas par le salaire, on le donnait par la dette privée. Et c'est comme ça qu'on a eu en même temps des bénéfices colossaux pour quelques-uns, et puis une croissance quand même qui est maintenue. C'est Patrick Artus de Natixis qui écrit, il y a des gens à gauche, Michel Rocard me disait l'autre jour que les gens ont tellement peur de passer pour marxistes, alors que Rocard n'est pas un total marxiste, Michel me disait que les gens ont tellement peur de faire marxiste qu'ils n'osent plus parler de ce problème de partage entre salaire et actionnaire. Alors que Patrick Artus, qui est directeur d'études chez Natixis, dit chaque année, dans la zone euro, les entreprises prennent 1% du PIB dans la poche des salariés, en plus de ce qu'elles prenaient l'année d'avant. Le patron des études d'une des plus grandes banques, il écrit, et il dit depuis 2002, si on n'avait pas donné par la dette privée l'argent, on serait tous en récession depuis 2002. Il explique qu'avant, c'était parce que les entreprises étaient endettées, avec l'Internet et tout ça, qu'on a maintenu la croissance. Mais en gros, depuis 1998, on serait tous en récession s'il n'y avait pas eu la dette des entreprises, puis la dette des ménages. Donc on voit que le résultat de la crise, c'est quand même important de le dire, c'est que globalement, ok, il y a un problème de dette publique, c'est un vrai problème, en moyenne en zone euro, on a 90% du PIB de dette publique, c'est un vrai problème, mais en 30 ans, puisque quand on calcule la dette publique, c'est ce qu'on a accumulé en 30 ans, si on fait les mêmes calculs, en 30 ans, au total, il y a 150% du PIB, 150% du PIB, d'après l'OCDE, 150% du PIB, qui aurait dû aller aux salariés, aux caisses de sécu, à l'État, à l'économie réelle, à la consommation des familles, 150% du PIB qui sont partis vers les marchés financiers. Voilà. Avec Stéphane Hessel, on a envoyé notre petit bouquin à Ken Loach. Vous avez peut-être vu le film La part des anges, qui est un très beau film. La part des anges, vous savez, c'est la partie du whisky qui évapore. Le film est très beau, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille, c'est un très beau film. Et donc on a proposé à Ken Loach son prochain livre, ça s'appelle La part du diable. C'est peut-être ceux qui s'évaporent, ceux qui auraient dû aller à l'économie, aux salariés, et qui est parti vers les marchés financiers. Stéphane explique qu'on nous avait dit il y a 20 ans qu'il fallait accepter les inégalités, qu'il y avait un ruissellement, pour que les riches étaient très riches, mais que ça allait profiter à tout le monde. Et que du coup, il fallait accepter que les riches soient très riches, et même faire des baisses d'impôts pour qu'ils restent chez nous. En fait, il n'y a aucun ruissellement. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun ruissellement. Il y a une grosse évaporation. C'est Stiglitz, c'est pas... Mais c'est pour... On a peur de passer pour des gauchistes, mais dans l'éditorial du journal Les Échos, le 2 août, citait Joseph Stiglitz, qui disait aujourd'hui aux États-Unis, 93%, c'est le prix Nobel Stiglitz qui le dit, en 2010, les derniers chiffres dont on dispose, 93% de la richesse supplémentaire créée dans le pays en un an a été accaparée par les 1% les plus riches. Et Joseph Stiglitz dit, on nous avait dit que la démocratie c'était le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, c'est le gouvernement du peuple, par le 1% et pour le 1%. C'est Stiglitz qui le dit, et c'est repris dans l'éditorial officiel du journal Les Échos. Humainement, c'est scandaleux, et économiquement, on voit la catastrophe. Dans mon quartier, je connais quelqu'un qui gagne 200 000 euros par mois. J'ai vu par hasard sa feuille de salaire, ça m'a fait un petit choc. Il gagne 200 000 euros rien que son boulot, sans compter le revenu de capital. Moi, je gagne 2200, je vis correctement, ma femme est prof, on vit tout à fait bien, mais ça nous a fait bizarre de voir un gars qui gagne 100 fois plus que nous, et dans le même quartier, il y a des gens qui attendent les poubelles du Monoprix pour trouver la nourriture. Donc du point de vue humain, du point de vue spirituel, du point de vue anthropologique, chacun dit comme il veut, c'est juste scandaleux, on a tous les mêmes besoins, la même dignité, comment est-ce qu'il y a des écarts de salaire aussi colossaux, et du point de vue économique, c'est ça qui nous amène à la catastrophe, c'est qu'il a raison, parce que le gars qui gagne 200 000 euros, même s'il va au restaurant 3 fois par jour, il ne peut pas tout consommer. Même qu'il achète une nouvelle voiture pour tous les mois, ce qui n'est pas très bon pour la planète, il ne peut pas tout consommer. L'essentiel de son argent est stérilisé du point de vue économique. Par contre, ceux et celles qui n'ont pas de boulot ou un boulot à 800 euros par mois, si eux ils gagnent 10 euros de plus, c'est 10 euros qui vont dans l'économie. Donc on voit bien que ce niveau d'inégalité est scandaleux et que économiquement, il nous amène à la catastrophe. Donc fondamentalement, on ne sortira pas de la crise si on ne pose pas le bon diagnostic. Il faut bien voir que ce qu'on fait depuis 5 ans, ça ne marche pas quand même. Si vous allez chez un docteur depuis 5 ans et que votre maladie s'aggrave, il faut peut-être se demander est-ce que le diagnostic était le bon, est-ce qu'il ne faut pas revoir le traitement. Visiblement, au bout de 5 ans, ce qu'on fait n'est pas suffisant, on n'est pas à la hauteur. C'est parce que le diagnostic n'est pas assez complet. On n'est pas seulement dans une crise financière. La crise financière, il y a bien un aspect financier évidemment, mais c'est le résultat de 30 ans de crise sociale. C'est à cause du chômage et de la précarité, la trouille du chômage fait que la négociation sur les salaires est complètement déséquilibrée. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. La trouille du chômage a déséquilibré le partage entre... Parce que les actionnaires ont toujours été gourmands par définition et c'est normal. Un actionnaire, il prend des risques quand il met son argent dans le début pour créer une entreprise. Donc après ça, si on lui demande est-ce que tu veux 5% de rentabilité ou 10% ou 15%, si on lui laisse le choix, il préfère 15%. Donc par définition, depuis 4 siècles que le système fonctionne comme ça, les actionnaires sont plutôt gourmands. Et simplement, il y a eu un moment où il y avait eu pendant 30
temps, il y avait un équilibre, parce que le marché du travail est équilibré, parce qu'il y avait des règles sociales. Et c'est cet équilibre qu'il faut reconstruire. Donc on n'est pas seulement dans une crise financière, la crise financière est le résultat, fondamentalement, du chômage et de la précarité. Il faut en même temps, ce que dit Stiglitz dans son livre Le triangle de la cupidité est très juste, on est dans une crise morale, une crise culturelle avant d'être une crise sociale. Comment se fait-il qu'on accepte autant de cupidité? Comment se fait-il qu'on accepte autant d'inégalités, qu'on n'ait pas réagi alors que le chômage et la précarité ont augmenté? Et Stiglitz dit que depuis que la crise a éclaté, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. Il dit ok, on a fait des choses, hein, à chaque G20 on fait une conférence, on fait un communiqué final, on n'a pas rien fait, sinon on n'a pas rien fait, sinon le système aurait pété, donc on a quand même fait des choses. Mais il dit on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic, et on va vers l'iceberg, et on sait que dans l'iceberg il y a deux parties. Il y a la partie visible, et aujourd'hui c'est la question des marchés financiers, c'est la question des monnaies, c'est la question de la dette. Il ne faut pas seulement en parler, il faut s'attaquer radicalement. Et puis il y a toute la partie invisible de l'iceberg, c'est la partie la plus grosse, la plus dangereuse, c'est la question de la justice sociale, c'est le chômage, la précarité, les inégalités de revenus. Donc il faut s'attaquer à ces deux problèmes en même temps, et une des raisons pour lesquelles notre collectif s'appelle Roosevelt 2012, c'est ce qu'a fait Roosevelt en 1933, quand il arrive au pouvoir, ce qu'il a fait en 1935, mais aussi ce qu'il a fait en 1944, quand les Alliés voient qu'ils vont gagner la guerre et qu'on commence à réfléchir à un nouveau système. Et avant Bretton Woods, tout le monde sait qu'il y a eu Bretton Woods, c'est-à-dire 3 semaines de travail, c'est pas juste un sommet de 3 heures, c'est en 3 semaines d'un village, on les enferme en disant vous pouvez vous prendre, vous pouvez manger, vous pouvez boire, mais vous ne sortirez pas du village de Bretton Woods tant que vous ne serez pas mis d'accord sur des nouvelles règles en matière financière et monétaire. Donc c'est fondamental, c'est pendant l'été 1944. Mais avant Bretton Woods, ce que fait Roosevelt, c'est qu'il convoque la conférence de Philadelphie. Vous voyez là, Roosevelt et les autres chefs d'État qui signent la déclaration de Philadelphie. C'est ça le premier acte fondamental et fondateur de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Et la déclaration de Philadelphie, elle dit priorité à la justice sociale. Le travail n'est pas une marchandise. Le document que signe Roosevelt et les autres chefs d'État affirme le travail n'est pas une marchandise. On pourrait du José Bové, c'est du Roosevelt. C'est pour dire que non mais le travail humain n'est pas une marchandise, s'il y en a trop, il faut le brader, à la fin du marché vous avez 3 kilos de fraises pour 3 euros. Non, le travail humain, il y a une dignité, c'est ce qui fait vivre les personnes et les familles. Le travail n'est pas une marchandise. La pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. Il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Et donc, ça tient en 3 pages, je vous invite à le lire, tous ceux qui ont Internet, vous tapez Déclaration de Philadelphie, c'est un texte magnifique et complètement moderne, qui explique que l'objectif fondamental, avant de parler des questions monétaires et financières, c'est assurer le plein emploi, que la crise de 29 vient du niveau de précarité, assurer le plein emploi, une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaire, de durée du travail, de salaire minimum, de retraite pour les vieux. Donc il explique que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il précise la plusieurs reprises, dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut respecter des règles sur le temps de travail, sur les salaires, sur le salaire minimum, sur les retraites. Voilà. Ça n'a pas empêché la concurrence. Après ça, ils ont lancé des négociations commerciales en disant qu'il faut de la concurrence pour stimuler l'innovation, mais il y avait la concurrence dans un océan de règles sociales. Il faut respecter pour de vrai dans chaque pays et dans le commerce mondial. Ça a marché pendant 30 ans et c'est ça que les libéraux ont foutu en l'air petit à petit. Donc voilà, on a créé le collectif, si vous êtes là, si vous le connaissez, avec le but est d'obliger nos dirigeants, au niveau français, au niveau européen. Il y a 15 jours, c'est Bertrand Gelou qui est invité par Elio Di Rupo, le patron du PS belge. C'est un ami, Bertrand, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui a représenté Roosevelt 2012 aux journées d'été du PS belge. Et Elio Di Rupo et le patron du PS belge ont signé. Donc maintenant, on va leur dire de l'appliquer, de vous aider à faire bouger les choses au niveau européen. Donc avec ce que disait Patrick tout à l'heure, des mesures d'urgence pour éviter l'effondrement, et puis des mesures qu'il faut choisir maintenant, mais qui sont de plus moyen terme pour changer le cap.